Bonjour, bienvenue à ce webinaire sur les métiers sanitaires et sociaux et leurs opportunités d'emploi. Je suis Anne Serrandon, chargée de mission à Via Compétences et je suis accompagnée aujourd'hui de Véronique Morel, Séverine Desbois et Yanimina Chfari qui apporteront leur expertise sur ces métiers. Je vais leur demander de se présenter rapidement. Véronique? Oui, bonjour, je suis Véronique Morel, donc conseillère emploi formation chez Uniformation, le co de la cohésion sociale, et je suis basée sur l'Isère. Séverine? Le micro, s'il vous plaît. Bonjour, je suis Séverine Desbois, responsable ressources humaines, en charge de la coordination de la formation continue donc à l'hôpital Nord-Ouest, établissement hôpital Nord-Ouest. Donc l'établissement support est à Villefranche-sur-Saône et nous avons des établissements à Tarare, Grand-Ry, Trévoux, Villars, Belleville, Beaujeu et je coordonne aussi la formation sur le GHT Rhône-Nord, Beaujolais-Dombes. Et enfin, Yamina. Bonjour à tous, je suis Yamina Chfari, conseillère emploi formation au sein de l'opérateur de compétences OPCO Santé. Je suis sur le site Auvergne-Rhône-Alpes et l'opérateur donc de compétences sur le champ de la santé. Donc, nous avons aujourd'hui choisi de vous proposer un webinaire sur le secteur et les métiers de la santé et sociaux. C'est un secteur qui est comme des métiers qui sont importants en région. Ils représentent autant d'emplois que l'industrie dans leur ensemble. Ce sont des métiers aussi qui, avec des besoins de recrutement importants, plus de 37 000 projets de recrutement par an, avec des métiers qui apparaissent parmi les top 20 en termes de recrutement, comme aide-soignant ou aide à domicile ou infirmier. Et ce sont aussi des métiers variés, accessibles à tout niveau de qualification via des formations certifiantes. Le programme, il va se dérouler en 3 temps. Une première présentation rapide du métier et des secteurs, agrémentée de quelques chiffres clés, suivi d'une présentation d'une sélection de métiers avec les compétences, les savoir-faire et les métiers et les certifications qui permettent d'y accéder. Nous avons fait le choix de ne présenter qu'une sélection de métiers, les métiers sanitaires et sociaux étant trop nombreux pour pouvoir les présenter au cours du temps qui nous est imparti. Nous avons choisi de ne présenter que les métiers qui nous semblaient les plus en tension. Le 3e temps de présentation sera dévolu à des ressources complémentaires, comme par exemple des fiches métiers, etc. Et enfin, nous conserverons en fin de webinaire un temps d'échange pour répondre à vos questions. Sachant que celles auxquelles nous ne pourrons pas répondre aujourd'hui seront rassemblées dans une foire aux questions qui seront mis à votre disposition avec le replay ainsi que le diaporama qui sert de support à notre présentation de ce jour. Passons au vif du sujet, c'est-à-dire les métiers sanitaires et sociaux. Donc, le secteur d'activité est composé d'établissements sanitaires, ça peut être par exemple un centre hospitalier, une clinique, d'établissements sociaux, par exemple un foyer de jeunes travailleurs, un centre d'aide par le travail ou d'établissements médico-sociaux, un établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes ou un service de soins et d'aide à domicile. Ces établissements peuvent être sous statut public, par exemple un centre hospitalier universitaire, privé à but lucratif, un cabinet libéral, ou non lucratif, une association d'aide à domicile. Les métiers sont regroupés de façon usuelle selon leurs grandes fonctions. On parle des fonctions ou de la filière soins. On y retrouve par exemple les infirmières, les aides-soignants, les médecins. La filière médico-technique, on va retrouver ici par exemple les personnels agents de services hospitaliers, mais aussi les techniciens de laboratoire, les manipulateurs en électroradiologie médicale. Les fonctions de la rééducation et de la réadaptation, les masseurs kinésithérapeutes, les audioprothésistes, etc.
Les métiers de la petite enfance, les puéricultrices, les éducateurs, jeunes enfants, les personnels de crèche, par exemple, les professions éducatives, moniteurs éducateurs, éducateurs techniques spécialisés et enfin les professions sociales, assistants de service social, aide à domicile, techniciens de l'intervention sociale et familiale. Comme je vous le disais, elles sont accessibles à tout niveau de formation. Certaines, professions peuvent être réglementées, c'est-à-dire que leur exercice est lié à la détention d'un diplôme. Ces métiers peuvent s'exercer en libéral, en salarié ou avec un mélange des 2, par exemple pour, les masseurs kinésithérapeutes qui exercent à la fois en libéral et en salarié. Passons maintenant à quelques chiffres clés. Donc, comme je vous le disais, le secteur sanitaire est un secteur poids lourd en région. Plus de 16 000 établissements, 46 000 quasiment salariés. Il représente 12% des effectifs nationaux. Si l'on s'intéresse aux chiffres régionaux, les plus gros employeurs sont sans surprise le Rhône, l'Isère et la Loire. Mais si l'on regarde, les départements où le secteur est le plus représenté, on retrouve 4 départements: l'Allier, l'Ardèche, la Haute-Loire et le Cantal, où ce secteur représente près de 23% des effectifs salariés. Ce sont, des départements qui ont, connu un vieillissement de leur population accentué. Et ce vieillissement de la population se retrouve aussi avec, le poids de l'hébergement social et médico-social que vous avez représenté en gris. Il est le plus représenté sur ces 4 départements ainsi que sur le département de. Passons au métier. Donc, comme vous l'avez vu dans la première diapositive, près de 488 000 actifs, qu'ils soient libéraux ou salariés. Ce sont des métiers qui ont connu une forte croissance, plus de 19% sur la période 2008-2018, ce qui représente près de 4 fois plus que la moyenne, tous métiers confondus en région. En termes d'effectifs, c'est la fonction de soins qui est la plus représentée en région, 39% avec les professions d'infirmiers ou d'aides-soignants. Devant, les professions sociales avec les professions, d'aide à domicile, d'aide ménagère, de technicien de l'intervention sociale et familiale et devant les professions médico-techniques, agents de service hospitalier et la petite enfance. En termes de recherche, de recrutement, ce sont des métiers qui sont particulièrement recherchés en région. Comme vous le montre ce, graphique, vous voyez que parmi les 15 métiers les plus recherchés en 2021, 3 appartiennent à des, professions sanitaires ou sociales. La première étant aide-soignant, puis aide à domicile et enfin infirmier. Ces projets de recrutement sont jugés difficiles dans plus de 2 tiers des cas. Cela représente même 85% des, projets de recrutement pour aide à domicile. Et ces difficultés sont récurrentes, c'est-à-dire qu'elles apparaissent d'année en année pour aide à domicile et elles le deviennent aussi pour aides-soignants et infirmiers. Nous allons passer maintenant aux métiers et aux certifications. Dans un premier temps, donc, nous allons parler des professions de soins avec Yamina Ashfari et Madame Desbois qui vont vous présenter les métiers d'infirmiers, d'aides-soignants, des spécialités d'infirmiers et manipulateurs en électroradiologie médicale. Je laisse la parole à Yamina Ashfari. Alors, on va démarrer par le métier d'aide-soignant, donc un des métiers qui est en tension actuellement au niveau national. Donc, l'aide-soignant, en termes de mission, donc, ce métier-là assiste l'infirmière dans ses tâches quotidiennes et apporte aux patients les soins et l'attention qu'ils requièrent. Ils assurent également le confort physique et moral et leur hygiène auprès des patients. L'aide-soignant est à leur écoute. Son rôle est de les réconforter et de veiller à leur bien-être.
Les principales qualités requises pour ce métier-là sont la disponibilité. Effectivement, l'aide-soignant doit se montrer attentif aux besoins des patients et y répondre au mieux. Il doit avoir une certaine résistance psychologique puisqu'il est confronté à la maladie, à la souffrance, à la mort et voilà, cela fait partie de son quotidien. Et également une résistance physique puisqu'il doit être capable, de soulever des charges importantes et de manipuler les patients avec délicatesse. Il doit avoir également, d'excellentes capacités de communication, donc avoir le sens de l'écoute, une capacité d'adaptation, du tact et clarté d'expression sont indispensables, en tout cas pour exercer ce métier. En termes de formation, donc le diplôme d'état d'aide-soignant est, sur un niveau 4, donc nouveau référentiel, est organisé sur une base d'alternance de cours, auprès, des IFAS, donc de l'Institut de formation et de stage en établissement public ou privé, donc extra-hospitalier et hospitalier. La durée de formation est passée à 12 mois, donc là récemment, hein, il y a une parution au journal officiel du 12 juin 2021, donc rallongée à 44 semaines, soit au total 1540 heures d'enseignement théorique et clinique en institut de formation. Donc ça fait 22 semaines de formation théorique et 22 semaines de stage. En termes d'évolution, donc il y a des perspectives d'évolution hein, sur ce métier d'aide-soignant, puisque souvent l'aide-soignant s'oriente vers le métier d'infirmier. Aujourd'hui, l'aide-soignant n'est plus un simple exécutant, mais participe également aux soins apportés aux patients. En termes d'offres de formation, donc sur la slide suivante, vous trouvez, sur notre région en tout cas, différentes écoles, différents IFAS qui permettent de dispenser cette formation sur notre territoire, assez concentrée sur Lyon, sur Grenoble, dans le 38, dans la Haute-Savoie, dans l'Ain, enfin voilà, on retrouve en tout cas une palette de formations sur toute notre région. Le diplôme est accessible par voie initiale, donc à la sortie de l'école, par la filière apprentissage et également en formation professionnelle continue. Possibilité également de valider sa propre expérience professionnelle et de passer par la voie de la validation d'acquis d'expérience. Actuellement, sur ce métier qui est dit en tension, il y a un plan de relance de l'État qui permet d'apporter des financements nécessaires dans le cadre du dispositif de la promotion et l'alternance pour des salariés qui sont déjà en poste dans la structure, donc des faisans fonction par exemple, qui veulent s'orienter vers ce diplôme-là. Voilà pour le diplôme d'état d'aide-soignant. Ensuite, on va passer à l'infirmier. Donc l'infirmier, en termes de mission principale, donc il dispense des soins de nature préventive, curative et palliative pour promouvoir, maintenir et restaurer la santé des patients. C'est un métier à haute responsabilité puisqu'il exige rigueur, vigilance et technicité. En termes de qualité requise, donc on retrouve des qualités humaine, organisationnelle, de motivation, etc. Donc l'écoute, la motivation, l'organisation, le relationnel, la polyvalence, l'adaptabilité, la réactivité et l'endurance, puisqu'il en faut du courage pour braver tous les kilomètres et monter tous les escaliers au sein des structures. En termes de formation, donc c'est un diplôme d'état d'infirmier de niveau 6, le DEI. Sa durée est de 3 ans. Et la formation se répartit donc en formation théorique et de stage, donc soit 2100 heures de formation théorique en école et 2100 heures de stage dans les différentes structures pour valider les compétences de ce référentiel de diplôme. L'évolution de ce métier, donc souvent les infirmiers peuvent se spécialiser derrière en infirmier anesthésiste, en infirmier de bloc opératoire avec des formations adéquates bien évidemment, et en infirmier puériculteur. Donc pour ce dernier, c'est 1 an de formation. Mais également l'infirmier peut aussi devenir cadre de santé après plusieurs années d'expérience, en obtenant donc le diplôme de cadre de santé.
En termes d'offres de formation, donc pareil, on a un large choix en tout cas d'écoles d'IFSI au sein de notre région Auvergne-Rhône-Alpes, donc toujours plus concentré dans les grandes villes pour ces écoles-là. C'est un diplôme qui reste aujourd'hui assez attractif, hein, parce que malgré la crise sanitaire, qui a montré effectivement des difficultés auprès des soignants au quotidien, par contre, le nombre de vœux sur ce diplôme-là a augmenté de 13% en un an. Donc, une formation qui est de plus en plus demandée par les jeunes, par la voie formation initiale, mais également par la voie formation professionnelle continue. Alors, il n'y a plus de concours hein, sur ces diplômes-là par la voie initiale, puisque ça se fait par une sélection via dépôt de dossier sur la plateforme Parcoursup. Donc voilà ce que je peux dire sur ce diplôme-là. Ensuite, donc il est accessible par voie scolaire, ça je viens de vous le dire, mais également par la voie de l'apprentissage. Donc c'est tout à fait faisable sur cette voie d'alternance d'apprentissage. Voilà pour ma première partie sur ces diplômes. Alors, je prends la suite donc sur justement le focus sur deux métiers, donc métiers qui sont en tension au sein des établissements hospitaliers. Le métier d'infirmier de bloc opératoire, métier qui peut être proposé en fait dans un cursus de formation aide-soignant, IDE, et je me spécialise en tant qu'infirmier de bloc. Donc j'insiste, on est vraiment sur des métiers en tension. L'infirmier de bloc opératoire, on est sur une spécialisation, donc une spécialisation qui dure 18 mois. Donc le métier d'infirmier de bloc opératoire, donc l'infirmier de bloc, donc on appelle communément l'IBOD, intervient avant, pendant et après une opération. Donc on est sur 3 fonctions qui peuvent être distinctes. L'infirmier de bloc peut être soit infirmier de bloc, soit instrumentiste ou soit aide opératoire et circulant. En fait, on est vraiment sur une personne qui accompagne au sein des blocs. Donc pendant l'intervention, on s'occupe du patient. De toute manière, dans tous nos métiers, on est dans des métiers de soins et on est au cœur de la prise en charge des patients. Donc on est dans le suivi de l'intervention, on assiste le chirurgien et on prépare toute la partie matérielle dans toujours un contexte donc qui est récurrent au sein de l'hôpital, de la gestion des risques, aussi bien au niveau gestion des risques pour le patient, mais aussi au niveau des membres de l'équipe. Tous nos métiers de soignants sont des métiers pluridisciplinaires et des métiers d'équipe. Donc, sur cette formation IBOD, pour lesquelles il y a énormément de demandes au sein des établissements hospitaliers, donc on est sur une formation de 18 mois. On n'est pas du tout sur une formation qui est reconnue niveau master, on est sur un diplôme encore d'état de niveau 6. Et donc, l'accès à cette formation donc, a également évolué. On peut accéder à cette formation en étant déjà titulaire donc du diplôme d'état d'infirmier ou de sage-femme ou en étant en dernière année de formation. Bien sûr, on accède à l'école d'IBOD uniquement sur validation du diplôme. Donc, les enseignements sont répartis comme toutes nos formations sur des enseignements théoriques, des enseignements dirigés, des enseignements pratiques. Donc, sur une durée de 18 mois. Donc, à l'issue de cette formation et donc après de la pratique professionnelle, on a toujours cette possibilité d'évolution. On est vraiment dans des parcours de formation. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très spécifique à ces métiers et très important. Une évolution possible en tant que cadre de santé, donc soit en service, soit en école de formation, de cadre supérieur de santé et pourquoi pas directeur des soins. Donc les écoles de formation IBOD sont quand même peu nombreuses. On a vu qu'aide-soignant et IDE, on avait quand même une possibilité assez vaste, mais l'intérêt, c'est quand même, on a une offre qui permet d'être assez présente quand même, bien répartie au niveau du territoire, mais avec des écoles qui sont quand même moins nombreuses, donc avec quand même
un niveau de recrutement qui est assez élevé, des écoles qui sont néanmoins présentes sur tout le territoire national. Voilà, un petit point quand même, donc le diplôme d'IBOD est bien entendu accessible à l'issue du parcours de formation, mais on a aussi possibilité de faire une VAE IBOD. La réalité dans nos établissements hospitaliers, c'est qu'on a ce qu'on appelle des faisans fonctions, même si le métier en tant que tel n'existe pas, donc des IDE qui assurent les fonctions d'IBOD sans avoir le titre d'infirmier de bloc. Et donc la VAE IBOD est tout à fait accessible. On a aussi des mesures transitoires qui sont mises en place parce qu'il y a certains actes IBOD réservés aux IBOD, et ça c'est tout à fait légitime. Voilà, mais la VAE est tout à fait possible au niveau des IBOD avec des formations complémentaires sur les mesures transitoires. Autre métier en tension, l'infirmier anesthésiste, donc on appelle communément IAD. Donc l'infirmier anesthésiste, donc comme le nom l'indique, donc qui intervient sur les domaines de l'anesthésie, de la réa, aux urgences et toutes les thématiques de prise en charge de la douleur. On a un exercice du métier en bloc opératoire, en radio interventionnelle, en SSPI ou dans les services de SMUR. Là, pareil, niveau de formation très pointu, niveau élevé, qui est, je dirais, diplôme après 2 ans de formation. Donc là, par contre, on a une reconnaissance au niveau master. On a des conditions d'accès qui sont aussi très encadrées, donc toujours sur des parcours IDE initialement, et une répartition des enseignements, à peu près 910 heures d'enseignement théorique et de nouveau aussi des enseignements pratiques et cliniques, avec toujours cette possibilité d'évolution de parcours professionnel où après avoir exercé en tant qu'IAD, on peut tout à fait partir sur des postes de cadre de santé, cadre en service ou cadre d'enseignement, cadre supérieur de santé ou pourquoi pas directeur des soins. Dans tous les cas de figure, donc IAD, pareil, on est sur des écoles spécialisées. Merci. Écoles spécialisées, donc également peu nombreuses, mais qui sont équitablement réparties sur le territoire et avec des difficultés aussi liées au recrutement et au concours d'accès des écoles. Un point important sur ces deux formations, donc IBOD et IAD, on a énormément de demandes, de besoins dans les établissements et les établissements peuvent participer à la prise en charge financière des formations sous ce qu'on appelle la promotion professionnelle. Donc, ça peut aussi peut-être des fois participer à l'accompagnement des personnes qui seraient intéressées, qui ont peut-être besoin d'un soutien de rémunération. Donc, les établissements sont très propices, établissements de fonction publique hospitalière, sont très propices à la prise en charge sous couvert de la promotion professionnelle de l'accompagnement des personnes en formation. Et donc, le dernier métier sur lequel je souhaitais faire un focus, je veux bien la slide. Voilà, merci beaucoup. Donc, les manipulateurs en électroradiologie médicale, qu'on appelle plus communément les MERM, donc participent à tous les actes qui concernent l'imagerie médicale, médecine nucléaire, exploration fonctionnelle, radiothérapie, donc dans tous les actes de prévention, dépistage, diagnostic, au traitement et à la recherche. On est sur des filières radioprotection, radiophysique et écho, traitement d'image, sur des personnes qui sont donc expérimentées et à l'issue d'une formation de 3 ans, on a 2 certifications qui sont reconnues, le diplôme d'état de manipulateur en électroradiologie médicale et un diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique. Donc, ce qui permet d'avoir une offre peut-être des fois un petit peu plus conséquente. Donc, accès au bac également. Donc là, on n'a pas besoin d'avoir un parcours IDE, contrairement aux spécialisations précédentes. Donc là, c'est un diplôme qui est accessible après un niveau bac, donc sur 3 ans d'études. Et avec une évolution, par contre, qui est possible aussi en tant que cadre de santé, cadre sup ou pourquoi pas directeur des soins. En termes de formation, donc des écoles réparties sur tout le territoire, donc un petit peu plus nombreuses de par cette possibilité de double certification. Voilà.
Bien, je vous remercie. Nous allons passer maintenant plus aux métiers, sociaux et de l'aide aux jeunes enfants. Madame Morel? Pardon, j'avais pas mon micro. Donc, alors le métier d'intervenant à domicile. Donc, alors c'est un métier donc, où la personne donc va être présente aux côtés, d'autres personnes qui ne peuvent plus réaliser seules, les actes ordinaires de leur vie courante. Donc, l'intervenant va les aider dans des activités, quotidiennes, domestiques ou administratives. Il va aider à la réalisation des actes essentiels de la vie quotidienne des personnes. En mission principale, on va avoir de l'aide à la réalisation à l'entretien courant de la maison, avec l'entretien du logement, des vêtements, et cetera. L'aide dans les actes essentiels de la vie quotidienne, comme on l'a dit, donc c'est, notamment la réalisation d'achats alimentaires ou la préparation des repas. L'accompagnement de la personne dans ses sorties, comme les rendez-vous médicaux, par exemple, et assister la personne dans ses démarches administratives. Donc on a regroupé, fait un point sur un ensemble de savoir-faire extraits de ces missions, donc savoir créer une relation avec un individu, travailler en contact avec le public, hein, mémoriser facilement les informations qui vont être utiles pour la personne, hein, prendre soin physiquement et moralement aussi, c'est important, ce soutien, physique, et psychologique, et appliquer les règles de base d'hygiène et de sécurité. Donc, ce sont des personnes qui vont devoir, savoir travailler en autonomie, puisqu'elles sont, elles interviennent essentiellement au domicile des personnes, avec une capacité de gestion du stress, d'adaptation et de fortes capacités, humaines et relationnelles. Donc, on l'a dit, c'est un travail en autonomie où la personne va exercer sous la responsabilité d'un supérieur qui va être son responsable de secteur. C'est lui qui va fixer les horaires et les conditions d'intervention. Donc, il va exercer au domicile d'un ou plusieurs particuliers. Donc, l'activité sera parfois et même souvent en horaire décalé, tôt le matin, ça peut se décaler dans la soirée, le week-end et les jours fériés. Et cette activité nécessite des déplacements quotidiens. Donc, on en a parlé tout à l'heure, il fait partie des métiers en tension, hein, il est même au-dessus, on va dire, de la plupart des métiers aujourd'hui. C'est un métier qui serait même celui qui créerait le plus de postes sur les années à venir, aussi bien en taux de croissance qu'en nombre de postes, hein, puisqu'on a environ 160 000 postes qui seront créés d'ici 2022. Et on a cette année donc une augmentation historique des rémunérations puisque, suite à l'avenant 43, à partir du 1er octobre, donc sur la convention collective de la branche, des augmentations de salaire et notamment des meilleures conditions de travail ont été négociées pour, les intervenants à domicile. On peut aller jusqu'à 13 et 15% d'augmentation. Sachant qu'elles vont intervenir aussi en fonction des diplômes et de l'ancienneté de la personne. Donc des évolutions sur des postes auxiliaires de vie sociale, donc nouvellement accompagnant éducatif et social, ou tout ce qui va être TISF, technicien d'intervention sociale et familiale. En structure, TISF, c'est une évolution qui peut être plus classique. Donc, on a notre répartition de l'offre de formation. Alors ici, c'est vrai qu'on voit un nombre d'organismes assez conséquent puisque, évidemment, on a plusieurs diplômes, plusieurs formations ou titres professionnels qui peuvent permettre d'accéder au métier d'intervenant à domicile. Avec le diplôme d'accompagnant éducatif et social à domicile, d'assistant de vie, à titre professionnel. Il y a aussi le bac pro, accompagnement en soins, certains CAP. Donc voilà, vous avez cette répartition ici avec de nombreux diplômes, on voit, qui sont disponibles dans tous les départements, hein. Donc au moins, chacun des diplômes est représenté avec surtout le diplôme accompagnant éducatif et social qu'on retrouve dans tous les départements. Et une accessibilité évidemment, tout ce qui est à l'alternance et à la VAE sur ces diplômes-là.
Donc, on va passer maintenant au métier, à un métier spécifique de la petite enfance, donc le métier d'auxiliaire de petite enfance. Alors, on a fait un regroupement puisqu'évidemment, il y a plusieurs métiers qui ont un socle de compétences communes. Il peut y avoir une variation en termes de diplôme. Donc, auxiliaire de petite enfance, on regroupe dans cette appellation les assistants petite enfance, agents de crèche, aides éducateurs, petite enfance, assistant maternel non permanent et auxiliaire de puériculture. Donc, la spécificité de ce métier, c'est donc l'auxiliaire de petite enfance va prendre en charge l'enfant, qu'il soit bien portant, malade ou handicapé. Il va répondre aux besoins de l'enfant par la présence qu'il va assurer et par les soins spécialisés auxquels il va participer, ainsi que toutes les activités d'éveil qu'il va organiser. Donc, ses missions principales, ça va être l'accueil des parents et des enfants, des participations aux réunions d'équipe, assurer tous les soins d'hygiène de vie quotidienne des enfants, d'encadrer un groupe d'enfants et d'entretenir l'environnement proche de l'enfant et assurer évidemment la gestion des stocks, tous les produits d'hygiène, l'organisation d'activités d'éveil en lien avec l'éducatrice petite enfance ou l'éducateur petite enfance, et il va assurer aussi la gestion des ouvertures et fermetures des établissements. Donc, en termes de savoir-faire, du coup, si on reprend les points importants des savoir-faire liés à ces missions, donc ça va être de comprendre toute forme d'information, des consignes de base, et de savoir communiquer avec l'équipe, constater à l'aide d'un examen rapide l'état, la conformité d'une situation, et de pouvoir analyser rapidement une situation et agir aussi, être actif, proactif, créer une relation avec un groupe, avec une équipe, créer une relation avec un individu, avec les enfants ou avec les parents, pour comprendre les besoins de l'enfant et agir en conséquence, et être capable d'animer toutes les activités ludiques et créatives, culturelles ou autres. Le savoir-faire, donc on est sur une capacité de créativité, d'initiative, savoir être proactif, savoir s'adapter à toute forme de situation problématique, à toute forme de personnalité aussi, avoir une écoute active, ouverture d'esprit, bienveillance et le travail en équipe qu'on a déjà mentionné. Donc, l'auxiliaire petite enfance, il fait partie, donc on l'a dit, d'une équipe pluridisciplinaire. Il travaille en équipe, donc dans une structure, il est passé sous le contrôle d'un responsable et il travaille essentiellement dans des crèches, haltes garderies, avec des horaires réguliers, mais qui peuvent être décalés, plutôt le matin ou décalés en soirée. Donc, ce secteur est porteur actuellement. Donc, on recense une difficulté du côté on va dire, des employeurs de la petite enfance, une grosse difficulté à recruter actuellement des candidats qualifiés et diplômés. Donc, face à ce constat, on a un travail qui a été entrepris, amorcé entre la direction régionale Pôle emploi et Uniformation pour travailler sur ces métiers, justement. Donc, ce travail est en cours. Et donc, en termes d'évolution possible, plusieurs évolutions, en préparant le diplôme d'infirmier, on peut en effet bifurquer vers le métier d'infirmière, vers le métier d'éducateur de jeunes enfants, en passant le diplôme d'État d'éducateur de jeunes enfants, ou le métier d'aide-soignant en passant le concours. Et donc, on retrouve notre carte de répartition de l'offre de formation 2021 avec, on vous a noté principalement le CAP accompagnant éducatif petit enfant et le diplôme d'État d'auxiliaire de puériculture. Pour que vous puissiez voir donc cette répartition. On voit qu'on a sur tous les départements quasiment les deux diplômes représentés. Voilà, donc vous avez le nom des structures qui dispensent ces diplômes, donc avec une accessibilité par le biais de l'alternance, notamment, et de la formation professionnelle continue. Voilà, donc les certifications, on vous les a notées aussi sur le DEAP et l'AEPE, qui sont les nouvelles appellations.
Voilà, et on va donc terminer avec le troisième et dernier métier qu'on a sélectionné aujourd'hui, évidemment, qui est technicien de l'intervention sociale et familiale, TISF. Donc, le TISF, c'est un travailleur social qui organise et réalise à partir du domicile des personnes des activités de la vie quotidienne. Alors, hop, excusez-moi, j'ai perdu la vidéo. Donc, hop, je dois revenir. Donc, les activités à proprement parler donc, de cette personne, ça va être donc d'intervenir sur une action socio-éducative auprès des publics fragilisés. Donc, tout public fragilisé, ça peut être la famille, les enfants, les personnes âgées ou handicapées. Il va donc leur apporter un soutien éducatif, technique, psychologique dans tous les actes de la vie quotidienne et notamment dans l'éducation des enfants. Donc, il effectue une intervention sociale préventive et réparatrice à travers les activités d'aide à la vie quotidienne et à l'éducation des enfants. Donc, on voit bien la petite particularité avec le métier d'intervenant à domicile classique. Donc, ces missions, ça va donc bien être d'assurer l'accompagnement des personnes de façon individuelle ou dans le cadre d'actions collectives. Il va accompagner et motiver la personne pour réaliser ses activités dans son cadre de vie, dans son lieu de vie. Donc, il va intervenir dans le lieu de vie de la personne. Il contribue aussi à l'aménagement du logement et participe à toutes les activités domestiques de la vie quotidienne. Il soutient la fonction parentale, notamment le lien parent-enfant. Il prévient et aide à gérer toute situation de maltraitance. Il informe les personnes aussi pour l'accès aux droits. Et il travaille en collaboration avec toutes les professionnels, l'équipe pluridisciplinaire qui intervient autour de la famille. Donc, il assure le relais entre les individus, les collectivités et toutes les structures instituées. Donc, ça nécessite du coup un ensemble de savoir-faire, de savoir aider une personne à résoudre ses problèmes psychologiques, sociaux et d'ordre de la santé, de conseiller afin d'aider la personne à atteindre les objectifs qu'elle s'est fixés ou qu'elles ont fixés communément dans un domaine précis, que ce soit dans la vie personnelle ou professionnelle. Ça va être de savoir constater, évaluer, établir l'état d'une situation. Ça peut être des situations d'urgence aussi, à l'aide d'un examen du coup rapide et de comprendre toute forme d'information orale et écrite. Donc, ce qui va être important, c'est de savoir travailler en autonomie, en savoir-être, en trait de personnalité, travailler en équipe, communiquer, capacité de relationnel, toujours de la bienveillance, de l'adaptation à tout type de situation. Et là, travailler sous pression et gérer le stress dans des situations qui peuvent être très difficiles. En conditions de travail, le TISF va travailler donc en autonomie, il va exercer donc sur le lieu, dans le cadre de vie des personnes, sous la responsabilité d'un supérieur, responsable de secteur, qui va lui fixer ses horaires et conditions d'intervention. Donc, il se déplace au domicile d'un ou plusieurs particuliers, ce qui nécessite donc des déplacements réguliers et des horaires souvent décalés. Donc, ce métier est porteur, même si on ne le trouve pas directement sur les listes des métiers en tension. Évidemment, c'est une personne qui va intervenir au domicile des personnes. La difficulté, ça va être de recruter des personnes qualifiées qui ont le diplôme de technicien d'intervention sociale et familiale. Et du coup, voilà, on fait partie quand même des métiers de la branche de l'aide à la personne, de l'aide à domicile. Donc, on a aussi, il va être aussi impacté par ces augmentations prévues de salaire prévues depuis le 1er octobre 2021. Les TISF, donc, qui le souhaitent peuvent entamer donc, une autre formation. Alors, l'avantage du TISF, c'est que quand il va vouloir évoluer, il va pouvoir avoir des dispenses ou des allègements de formation. Donc, par exemple, pour le diplôme d'État de moniteur éducateur, il va dispenser de 2 des 4 domaines de formation. Pour le diplôme d'État d'éducateur de jeunes enfants, il aura un allègement d'1 tiers de la durée de formation.
Et pour le diplôme d'État d'éducateur spécialisé, il aura un allègement d'1 tiers de la durée de formation. Donc ça, c'est intéressant, il y a de bonnes évolutions possibles. Donc, au niveau de l'offre de formation, donc là, on vous a noté le diplôme d'état de technicien d'intervention sociale et familiale. On a noté quand même aussi la licence pro intervention sociale, accompagnement de public spécifique. Voilà, on peut avoir d'autres diplômes de base d'intervention à domicile qui peuvent, suite à une évolution ou un type de formation interne, ou par le biais de la VAE, accéder à ces diplômes-là. Voilà, mais il y a quand même une grosse partie d'ordre social et psychologique qui va être importante dans la formation, ce métier. Donc, on voit que cette répartition, on retrouve les diplômes, le diplôme de TISF est bien présent dans tous les départements. Voilà, alors la licence pro, on voit que c'est un peu plus limité. Donc, on la trouve en Isère et dans le Rhône. Et vous avez toute la répartition, tous les centres de formation qui sont cités. Donc, par rapport au métier de notre secteur ou de nos secteurs, on a un certain nombre d'enjeux qui sont identifiés. Alors, on vous a fait un nuage de mots, d'éléments un petit peu désorganisés, mais tous qui résument un petit peu concrètement la situation. On a des établissements qui sont face à des départs de personnel, départs provoqués aussi par une situation sanitaire qui était un petit peu exceptionnelle et donc déstabilisante. On a néanmoins les départs naturels à la retraite. Par rapport à certains de nos métiers, on a quand même une population vieillissante, donc avec des besoins qui augmentent, qui évoluent. On a un enjeu, nous, je dirais établissement et aussi les métiers de l'orientation à mettre en avant en fait l'attractivité des métiers. Certes, on prend en charge les soins, mais le soin, c'est positif, c'est un moment d'échange. Et c'est vraiment des métiers, quels qu'ils soient, qui sont sur la relation et le contact humain. On a aussi l'attractivité des métiers d'un point de vue parcours, j'insiste un peu, mais on n'a pas énormément de filières aujourd'hui où on peut rentrer ASH sans qualification, passer un diplôme d'aide-soignant, passer un diplôme d'infirmier, se spécialiser, avoir des activités d'encadrement. Donc, que ça corresponde ou pas aux générations, à leur perspective, c'est des possibilités. Et puis, on a quand même du coup des métiers qui évoluent avec une intégration des nouvelles technologies, du matériel, des éléments de simulation aussi, soit dans les formations, soit dans la pratique professionnelle, avec des enjeux, l'actualité nous le rappelle aussi, de maîtrise des risques sanitaires, tout ce qui concerne l'hygiène, la sécurité, à la fois des patients et des équipes en poste. Maintenant passer à la partie qui concerne donc les ressources complémentaires. Alors, l'initiative qu'on a pu retenir de cette présentation par rapport à ces métiers-là, c'est que ça offre effectivement de réelles possibilités d'évoluer au sein des structures, voire d'évolution d'une façon générale. Un aide-soignant peut aller d'un établissement à un autre pour être infirmier derrière, peut-être cadre de santé aussi, et voire même directeur d'établissement dans d'autres structures. Ce sont des métiers qui sont au cœur de l'humain, puisque ça touche dès la plus petite enfance, dès la naissance même, jusqu'à la personne âgée. Donc, l'accompagnement vraiment au cœur de l'humain. Donc, ce sont des qualités qui peuvent être essentielles, en tout cas pour les profils vers ces métiers-là. Ce sont des métiers d'avenir qui recrutent. On a pu le voir par les chiffres, en tout cas de la région, notamment par ces métiers-là qui sont en tension aujourd'hui, sur lesquels l'État apporte des financements complémentaires dans le cadre de plans de relance. Donc, des métiers aujourd'hui attractifs, bien évidemment, et porteurs. On a parlé de l'alternance notamment par la voie d'apprentissage principalement, puisqu'aujourd'hui, l'État en fait en tout cas une filière d'excellence, des opportunités financières à avoir et pour les futurs candidats et pour les futurs employeurs de professionnaliser
des futurs salariés sur des compétences bien ciblées par la voie de l'alternance. Donc, vous avez le dispositif de l'apprentissage et également le dispositif de la promotion par l'alternance. Donc, tout cela, voilà, relève d'opportunités de financement via les dispositifs de l'État qui est le plan de relance. Donc, voilà, sur cette partie-là. Enfin, on vous met à disposition différentes ressources. Cela peut être donc des fiches métiers qui vous sont proposées par la DRETS, fiches métiers du travail social ou des professions paramédicales. Vous y retrouverez donc les descriptifs, l'offre de formation en région. Vous avez aussi la page qui vous est proposée par le conseil régional sur le choix et le financement des formations en région, des informations sur l'insertion des diplômés de formation sanitaire et sociale en région, toujours sur le site de Via Compétences. Vous avez aussi l'accès à nos partenaires de ce jour, l'OPCO Santé, l'ANFH aussi, et l'Association nationale de la formation hospitalière, auquel appartient Madame Desbois. Vous avez aussi le site de France Compétences et enfin le site du ministère de la Santé et des Solidarités sur les métiers du grand âge. Je vous propose maintenant de passer à la partie réponse aux questions qui ont été posées par les chats et je vais donc me faire votre porte-parole. Je vais donc poser la question à mesdames Ashfari et Desbois. Il y avait une question sur les opportunités de passer de métier d'aide-soignant à infirmier. Vous avez évoqué cette possibilité. Est-ce qu'elle est réelle ? Alors, moi, je vais commencer d'un point de vue employeur, hôpital, Fédération hospitalière de France et Fédération publique hospitalière. Il y a une réelle, en fait, on a une réelle possibilité. Nous, au sein de l'établissement, notre intérêt, c'est de fidéliser nos agents. Un agent qui est bien sur son poste, qui est bien dans son équipe et qui a envie de continuer. L'idée, c'est qu'on puisse l'accompagner pour passer d'un diplôme d'aide-soignant à un diplôme d'infirmier. Donc, nous, on passe par ce qu'on appelle la promotion professionnelle, c'est-à-dire qu'on accompagne et on finance concrètement l'agent pendant ces 3 ans. Donc, un agent aide-soignant qui fait sa formation infirmière pendant ces 3 ans de formation garde son statut, qu'il soit contractuel ou titulaire de la fonction publique hospitalière, ça ne change rien. On l'accompagne et puis on le réintègre après ces 3 ans de formation. L'intégration dans l'accès aux IFSI donc, a été un peu chamboulée par le contexte inédit. Les sélections peuvent se faire par une double entrée. Une entrée soit Parcoursup pour les agents qui seraient déjà titulaires du bac, soit par un dossier de candidature. Quoi qu'il arrive, la sélection est faite par l'organisme de formation. Dans ces cas-là, et nous, financeurs, établissements, on choisit ou non de financer l'agent. Donc nous, sur les établissements Hôpital Nord-Ouest, on a mis en place des jurys de sélection composés ressources humaines et direction des soins qui permettent vraiment de pouvoir évaluer. Et l'idée, c'est que si l'agent, on évalue qu'il n'est pas encore prêt, que mettons-nous en place pour que cet agent puisse l'accompagner et que l'année suivante, il passe et il réussisse les concours. Merci. Il y a aussi la question, donc toujours à Madame Ashfari ou Madame Desbois, sur l'existence du concours d'entrée en formation pour les personnes en formation continue pour la formation d'infirmière, IDE. Alors là, on est sur des sélections sur dossier. Soit on est sur Parcoursup parce qu'on est titulaire du diplôme, du bac, soit on est sur un dossier. Donc là, c'est chaque IFSI qui étudie et qui accorde ses places, donc avec un quota par IFSI de places. Donc là, c'est vraiment spécifique. Moi, je ne suis pas du tout IFSI, mais c'est spécifique aux IFSI. Donc, ils ont un quota Parcoursup et un quota promotion professionnelle. Donc, un agent déjà en poste peut tout à fait rentrer dans un IFSI via l'entrée Parcoursup. D'accord, merci. Ça va être maintenant une question pour Madame Morel. On vous pose la question, qu'entendez-vous par assistant maternel non permanent ?
Là, on spécifiait en fait des personnes qui étaient en crèche en fait, hein, qui travaillent en crèche, puisqu'on a bien vu que c'était l'assistante maternelle, c'est une personne qui travaille chez elle. Donc c'est pour ça que des fois, on les nomme aussi assistantes maternelles non permanents. Ce ne sont pas des personnes qui travaillent à leur domicile et qui reçoivent des enfants à leur domicile. Là, on parlait bien des fonctions d'assistantes maternelles qui travaillent en crèche, en fait. Voilà. Donc, par intermittence ou qui travaillent dans des crèches collectives, parents, enfants. Voilà. Donc, il y a des spécificités là-dessus. Donc, on parle bien des structures, puisque l'assistante maternelle, sinon, travaille chez elle et accueille les enfants à son domicile. Donc, elle ne travaille pas dans une équipe. D'accord. Toujours pour Madame Morel, pour la petite enfance, vous évoquez des difficultés de recrutement sur quel profil spécifiquement? Les profils qu'on a énoncés, auxiliaires de puériculture et tous les agents de crèche, parce que du coup, voilà, si avec un CAP dans le domaine de la petite enfance, on peut travailler en crèche. C'est vrai que c'est un domaine qui est plutôt, qui à la base attire beaucoup de monde. Et on s'est étonné justement que ces dernières années, c'était compliqué. Alors moi je parle notamment pour les adhérents Uniformation, donc les employeurs. Donc une grosse difficulté de recrutement sur des personnes qualifiées, hein, évidemment, qui ont un diplôme, soit un CAP, soit le diplôme d'auxiliaire de puériculture. Et il y a une grosse difficulté actuellement de trouver des personnes qualifiées qui restent aussi, hein, qui restent puisque les horaires sont décalés. Voilà, il y a des fois il faut venir tôt le matin ou partir tard le soir. Il y a eu de grosses difficultés de recrutement à ce niveau-là. D'accord, j'espère qu'on a répondu à la question. Je ne sais Il y pas. avait aussi une question sur la différence entre les missions des TISF et des TESF, BTS Économie sociale et familiale, mais je pense que votre présentation a dû éclairer Oui. la personne qui posait cette question. Si ce n'est pas le cas, est-ce qu'elle peut nous repréciser sa question plus précisément à Oui. la suite de cette présentation? Pour mesdames Desbois et Ashwari, donc, sachant que, alors je vous le cite directement la question, sachant que l'on n'attire pas les mouches avec du vinaigre, quelles sont les informations, objectifs et les améliorations mises en place par l'État, les branches professionnelles que nous pouvons proposer aux jeunes, présenter aux jeunes pour leur donner envie de s'orienter sur ces métiers? Reconnaissance, conditions de travail et rémunération. Je vous dirais, sur la partie fonction publique hospitalière, c'est le sujet d'actualité, il y a eu une revalorisation des grilles salariales. Au niveau de la fonction publique hospitalière, on a une politique de titularisation, même si aujourd'hui qu'on propose un CDI ou une titularisation aux jeunes, l'idée c'est de pouvoir avoir un contrat. Voilà. Après, je vous dirais, les conditions de travail, elles sont spécifiques à chaque établissement et surtout chaque service. Nous, on a des services en 12 heures, on a des services en 7 heures, on a des services en 7h30. Donc là, après, l'intérêt, c'est de pouvoir avoir une offre variée qui peut idéalement répondre à un maximum de critères, de souhaits. On a aussi des établissements qui sont assez présents, même dans les zones un peu plus rurales, où on a des fois des jeunes qui ont des difficultés de mobilité géographique. Donc, ça peut aussi les aider à se décider. Et puis, bon, moi, si je parle hôpital Nord-Ouest, on a des établissements qui sont situés de Tarare à Villars-les-Dombes. Donc, ça permet aussi une mobilité à la fois géographique et pourquoi pas une mobilité dans les métiers. Alors, moi, pour compléter, ça sera plutôt sur le volet compétences et le volet financier, l'opérateur de compétences. Donc pour les futurs candidats, c'est d'avoir accès à un diplôme déjà hein, par le biais de l'alternance, de l'apprentissage. On met un point d'honneur sur cette partie-là, puisqu'aujourd'hui, c'est la possibilité en tout cas de ces jeunes, ou moins jeunes, hein, peu importe, d'aller, en tout cas pour la voie de l'apprentissage, c'est les moins de 30 ans, bien évidemment, d'être salarié dans une structure dans le cadre d'un apprentissage, que l'école soit financée entièrement par
les opérateurs de compétences et les employeurs, d'avoir une compétence qui est bien ciblée, d'obtenir un diplôme par ce biais-là. Donc c'est une opportunité, hein, malgré tout, hein, pour les personnes qui ne sont pas aujourd'hui, qui n'ont pas de niveau. Donc là, ça peut être un levier pour amener ces jeunes-là dans les structures vers ces métiers-là, et en interne, bien évidemment, d'avoir des perspectives d'évolution dans ces secteurs-là aussi. C'est tout à fait possible. Donc voilà, en tout cas, pour ma part, les deux leviers principaux, en tout cas, pour pouvoir les attirer dans ces secteurs. Je me permets de rajouter, parce que j'avais vu passer des commentaires, alors je sais que c'est peut-être pas l'organisation, mais je rebondis. On a des jeunes qui sont confrontés à des échecs sur le système Parcoursup ou par rapport aux sélections. Le développement de l'apprentissage dans ces filières, je pense surtout aide-soignante ou IDE, les filières apprentissage ne rentrent pas dans les quotas. Donc, c'est-à-dire que c'est chaque IFAS, si on prend l'exemple de l'aide-soignant, qui mettra en place une sélection. Il y aura une sélection, mais légalement, un IFAS est obligatoirement en partenariat avec un CFA pour faire de l'apprentissage. Et l'apprentissage ne doit pas sélectionner ces apprentis. Ça, c'est une règle. Donc, un apprenti qui trouve un lieu d'accueil pour signer son contrat d'apprentissage sera obligatoirement intégré. Quand je parle de sélection, c'est qu'il faut aussi bien s'assurer que l'orientation et le métier, l'image qu'on a du métier correspond bien au métier vers lequel on s'oriente. Mais pour ces jeunes qui auraient été en échec de recrutement sur des Parcoursup ou des dossiers de sélection directement auprès des IFAS, la solution apprentissage est vraiment une nouvelle opportunité en se disant si je parviens à trouver ce contrat, je suis pris automatiquement dans le centre de formation et c'est un vrai plus cette ouverture sur l'apprentissage sur ces filières. On a encore peu d'organismes de formation qui ouvrent, mais on en a de plus en plus en quelques mois. Et on a des aides, nous, employeurs, on a des aides aussi de l'État. Donc, voilà, tout est là présent pour accueillir un maximum d'agents et de jeunes en formation. Merci. Une autre question. Est-ce que les métiers de l'encadrement dans le secteur médico-social sont-ils aussi considérés comme en tension? Je pense que c'est plus Madame Morel. Alors, c'est le secteur social, sanitaire et social? C'est l'encadrement dans le médico-social. Médico-social, oui. Alors, je pense que ça nous concerne toutes les trois. Mais on ne peut pas parler de secteur en tension, enfin de métier en tension à proprement parler, puisque là, on parle bien d'une liste qui a été préétablie au niveau des enquêtes BMO, besoin en main-d'œuvre. Cela dit, voilà, il y a certains métiers qui cherchent quand même, il y a des nouvelles formations qui se font, notamment pour les postes de responsable de structure d'aide à domicile. Donc, il y a des formations spécifiques dans ces domaines-là aussi. Donc, on sait qu'il y a des besoins, mais après, on ne peut pas parler à proprement parler de métier en tension. Encadrement, ça peut vouloir dire pour une crèche éducateur de jeunes enfants. Donc ça, c'est des métiers quand même s'ils ne font pas partie des métiers en tension porteurs. Le diplôme d'éducateur de jeunes enfants, c'est un diplôme qui est assez valorisé sur le marché du travail. Donc, qui peut avoir évoluer aussi et avoir un niveau cadre par la suite. Voilà pour ces métiers-là. Encadrement, là, je reste basique sur ce qu'on a présenté aujourd'hui, puisqu'on peut aller sur beaucoup de choses, le cadre, et puis il y a les métiers transverses aussi, dont on ne parle pas. D'accord, je ne sais pas si mes collègues souhaitent aussi dire un mot dans le secteur de la santé. Les métiers, en tout cas, qui sont en tension sur l'encadrement dans nos structures et dans les différents établissements. Non, je ne vois pas. Non, bon. Je vais apporter aussi une petite précision par rapport à des remarques qui sont faites sur l'offre de formation sur certains diplômes. Donc, comme c'est affiché dans les PowerPoint, ces cartes sont faites à partir d'un dispositif alimenté via compétences qui s'appelle Ophélie, offre de formation en ligne. C'est un dispositif donc qui recense l'offre de formation. Il est mis à jour de deux façons, soit pour la formation professionnelle continue par les organismes de formation eux-mêmes. Donc,
Donc, ça dépend donc s'ils saisissent ou non leur offre de formation en ligne. Et pour la formation initiale, c'est fait via des transferts d'informations de l'ONICEP. Donc, il se peut aussi qu'il y ait des retards dans cette transmission. Donc, ça a été fait à partir d'une offre de formation qui était disponible en août. Le fait de ne pas retrouver un nom, un organisme peut être lié à ces deux faits. Ensuite, une question sur l'offre de formation est-elle suffisante pour répondre aux projets de recrutement annoncés par la BMO? Je pense que c'est assez générique. Je vais vous répondre de façon en statisticienne. La BMO, ce sont des projets de recrutement. Rien ne garantit que ces recrutements aient lieu effectivement. Il peut par contre y avoir une offre de formation suffisante, mais elle peut ne pas correspondre. L'offre peut être déposée à un endroit, la formation avoir lieu à un autre endroit. Il peut y avoir aussi des mobilités, une absence de mobilité qui peuvent créer des difficultés de recrutement. Je ne répondrai pas totalement à votre question, mais plein de facteurs interviennent dans ces difficultés de recrutement. J'ajouterais juste une petite chose, c'est qu'il y a différentes formes aussi. Par exemple, dans l'aide à la personne, on met en place des POEC, donc pour un pré-recrutement, pour mettre en place des formations dans un premier temps et par exemple basculer sur une formation d'ADVF dans l'aide à la personne. Donc, il y a aussi différentes formes de recrutement. La FPR, etc., le CARED, enfin voilà, des choses qui peuvent se mettre en place en amont aussi. Et ça, c'est des choses qui se mettent en place régulièrement. D'autres précisions? Non, je voulais apporter les mêmes, ces dispositifs de recrutement en amont d'une formation. Aussi le fait que dans le cadre du plan de relance, il y a des écoles qui ont fait des ouvertures de nouvelles promotions également pour accueillir le maximum de candidats, justement pour répondre à ce plan de relance et à ces jeunes qui peuvent entrer en formation sur notamment le diplôme d'AS. Et enfin, il y a un autre diplôme ici qui est l'accompagnement éducatif et social, mais qui n'est pas cité dans le métier aujourd'hui. Bien. Nous allons nous arrêter là. Nous sommes arrivés au bout de ce webinaire. Comme je vous l'ai dit au début, donc, les questions auxquelles nous n'avons pas pu répondre dans le temps imparti seront collectées et donc mises à disposition dans une foire aux questions. Et elles accompagneront donc, comme je vous l'ai dit aussi au début, le support qui vous a été présenté aujourd'hui, ainsi que le replay de ce webinaire. Je vous invite aussi donc à suivre le prochain webinaire sur les métiers du transport et de la logistique, qui est un tout autre domaine. Je vous remercie. Merci aux intervenantes. Merci à l'ensemble des participants pour leur intérêt et leurs questions tout au long de ce webinaire. Merci à tous. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir.